Donne ce chèque à ta sœur ou tu n'existes plus pour nous. Ma mère n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Elle a simplement pointé du doigt la prime de lanceur d'alerte qui trônait sur le comptoir de ma cuisine. Ma sœur Léa se tenait à côté d'elle, tremblante, désespérée de mettre la main sur les 115 000 € que je venais de gagner. Léa devait faire face à un audit fiscal lundi matin et il y avait un trou béant, de la taille d'un crime fédéral, dans le compte bancaire de sa start-up. Elles n'étaient pas venues pour fêter ma réussite. Elles étaient venues me liquider pour la sauver. J'ai regardé les mains de ma mère, ces mêmes mains qui avaient ruiné mon score de crédit avant même mes 18 ans, et j'ai compris que je n'étais pas une fille pour eux. J'étais juste une police d'assurance qu'ils venaient enfin encaisser. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je les ai juste fixés en calculant mon prochain coup. Mon intitulé de poste est analyste de risque senior. Cela signifie que des entreprises me paient des salaires à 6 chiffres pour identifier une catastrophe imminente et leur dire exactement quand la structure va s'effondrer. Je cherche les fissures dans les fondations. Je cherche les passifs que les gens essaient de cacher dans les petites lignes. Et là, assise dans mon salon face à mes parents et ma sœur, j'ai réalisé que j'ignorais le plus gros passif de ma propre vie depuis 29 ans. Pour comprendre pourquoi je ne les ai pas jetés dehors immédiatement, il faut comprendre la biologie de ma famille. J'appelle cela la théorie de la symbiose parasitaire. Dans la nature, certains organismes ne peuvent survivre seuls. Ils ont besoin d'un hôte. Dans notre maison, Léa était l'hôte, le beau visage brillant que le monde devait voir. C'était elle qui allait devenir célèbre. Celle qui allait faire un mariage riche. Celle qui allait mettre notre nom de famille en haut de l'affiche. Mes parents, eux, étaient le système immunitaire, combattant constamment tout ce qui pourrait perturber le confort de Léa. Et moi, j'étais le foie. Mon seul but était de filtrer les toxines pour que le reste du corps ne tombe pas malade. J'étais conçu pour absorber le poison afin que Léa reste belle. Ils ne se voyaient pas comme des gens malveillants. C'est la partie la plus terrifiante. Ils croyaient sincèrement que me sacrifier pour la sauver était une nécessité biologique. Ce n'était pas de la cruauté pour eux, c'était de la survie. Je me souviens du moment exact où j'ai compris cela, même si je n'avais pas les mots à l'époque. C'était il y a 11 ans. J'avais 18 ans. Je venais de rentrer avec le courrier, les mains tremblantes car je tenais une enveloppe épaisse provenant d'une grande école parisienne prestigieuse. Je l'avais ouverte sur le perron. J'étais admise. Non seulement j'étais prise, mais j'avais décroché une bourse au mérite. C'était le moment le plus fier de ma vie. Je suis entré dans la cuisine rayonnante, prête à partager la nouvelle. Mais avant que je ne puisse parler, j'ai vu un gâteau sur la table. Il y était écrit « Félicitations Léa » avec un glaçage rose vif. Léa venait d'être acceptée dans une académie de mannequinat privée, un cursus de 6 semaines qui coûtait plus cher qu'une année de mes frais de scolarité. Mon père a pris l'enveloppe de mes mains. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a lu la lettre d'admission, a soupiré et l'a posée à côté de la vaisselle sale. Il m'a dit que nous devions être réalistes. Il a dit qu'il n'avait pas les moyens de m'envoyer étudier à Paris. Même avec la bourse, il a affirmé que les ressources familiales devaient aller là où le retour sur investissement était le plus élevé. 2 jours plus tard, il y avait une Audi décapotable flambant neuve dans l'allée. Elle était blanc nacré avec des sièges en cuir beige. Ma mère m'a dit que c'était nécessaire pour l'image de Léa. Elle a dit que Léa ne pouvait pas se présenter à des castings dans une vieille berline cabossée parce que les apparences comptaient. Cette voiture coûtait 40 000 €. C'était mon fonds pour les études. C'était l'argent que j'avais gagné en travaillant tous les étés depuis mes 14 ans, mélangé aux économies que ma grand-mère m'avait laissées. Ils ont liquidé mon avenir pour acheter un accessoire à Léa. Je ne suis pas allé dans cette grande école. Je suis allé dans une université de province à 40 minutes de là. J'ai travaillé de nuit dans un entrepôt à charger des camions jusqu'à ce que mon dos ressemble à du verre brisé, juste pour payer mes manuels. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, des dettes et une colonne vertébrale en acier. Léa a craché l'Audi 3 mois plus tard. Elle s'en est sortie sans une égratignure et mon père lui en a racheté une autre. Il m'avait brisé à l'époque. Il m'avait appris que mes rêves n'étaient qu'une monnaie d'échange pour les caprices de Léa. Mais en les regardant maintenant, 10 ans plus tard, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Le foie était fatigué de filtrer le poison. Léa n'était plus une étoile montante.
C'était une fraudeuse de 32 ans avec une start-up en faillite et une condamnation pénale qui lui pendait au nez. Et je n'étais plus la jeune fille de 18 ans pleurant sur une lettre de refus. J'étais la personne qui savait où les cadavres étaient enterrés parce que c'était moi qu'on avait forcé à creuser les tombes. Léa a essuyé une larme sur sa joue, un mouvement parfaitement orchestré. Elle m'a dit qu'elle avait juste besoin d'un prêt relais. Elle a promis qu'elle me rembourserait après sa prochaine levée de fonds. C'était un mensonge. Je savais que c'était un mensonge parce que j'avais consulté son dossier de solvabilité 1 heure avant leur arrivée. Elle était surendettée. Elle se noyait et elle voulait monter sur ma tête pour respirer. J'ai regardé mon père. Il tapait du pied, impatient, attendant que je fasse mon travail et que je filtre ce problème. Il pensait regarder la même fille qu'il avait malmenée pendant 3 décennies. Il ne réalisait pas qu'il regardait une analyste de risque qui venait de décider de liquider le passif. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. C'était un effondrement physique calculé. La posture exacte de la fille vaincue qu'ils avaient l'habitude de voir. J'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. J'avais besoin qu'ils croient que je craquais, pas que je complotais. D'accord, ai-je chuchoté. D'accord, je vais le faire. Je ne peux pas te laisser aller en prison, Léa. La tension dans la pièce s'est rompue comme un câble sectionné. Ma mère a laissé échapper un long soupir de soulagement. Mon père s'est adossé, son visage se détendant dans cette expression arrogante d'un homme qui a réussi à discipliner un employé insoumis. Léa a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé avec des yeux humides et reconnaissants. Mais nous avons un problème, ai-je dit, ma voix montant d'un ton par panique feinte. Je me suis levé et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je ne peux pas simplement virer 115 000 € sur ton compte personnel. Les algorithmes de Tracfin vont signaler un transfert de cette taille immédiatement. S'ils gèlent mes comptes pour vérification, l'argent ne t'arrivera pas d'ici lundi. Tu rateras l'échéance de l'audit. Le visage de Léa est redevenu livide. Je peux arranger ça, ai-je dit en tapant furieusement sur le clavier. Mais nous devons documenter cela correctement. Si j'envoie cela comme un prêt personnel, la loi exige que je te facture un taux d'intérêt minimum. Si je ne le fais pas, le fisc considère cela comme une donation déguisée et nous serons toutes les deux frappées par une taxe de 40%. C'est 46 000 € de perdus. Mon père s'est levé. Nous ne paierons pas 46 000 € d'impôts. Trouve une solution. Il y a une faille, ai-je dit, en tournant légèrement l'écran pour qu'il ne voie pas mes mains trembler, non pas de peur, mais d'adrénaline. Si nous classons ce paiement comme une restitution à un tiers, c'est exonéré d'impôts. En gros, je ne te prête pas d'argent. Je couvre une dette que tu as envers ta société pour corriger une erreur comptable. J'ai regardé Léa. Mais pour que cela fonctionne, tu dois admettre l'erreur par écrit. Tu dois vérifier que le retrait de ta société était, appelons cela ainsi, involontaire. Si tu signes une déclaration disant que tu as pris l'argent par erreur et que ceci est une correction, le fisc traite cela comme un non-événement. Pas de taxe, pas d'intérêt. C'était le plus vieux tour du manuel de l'analyste de risque. Faites appel à l'avidité d'un criminel et il ignorera son instinct de survie. Léa n'a pas vu une confession. Elle a vu un moyen d'économiser de l'argent. J'ai ouvert DocuSign. J'ai rédigé une déclaration simple d'1 page. Cela semblait ennuyeux, comme de la paperasse fiscale standard, mais au centre de la page, sous la section intitulée au motif du déboursement, j'ai laissé une zone de texte vide. J'ai envoyé le lien sur son téléphone. D'accord, ai-je dit, remplis juste le champ du motif. Assure-toi d'utiliser les mots au retrait involontaire pour que cela ressemble à un accident, pas à un vol. Puis signe. Le téléphone de Léa a vibré. Elle a ouvert l'email. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas appelé d'avocat. Elle a tapé sur l'écran, ses pouces volant sur le clavier. Elle était tellement concentrée sur l'évitement de la facture fiscale qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle faisait réellement. Elle a tapé « Remboursement d'un retrait involontaire des fonds de la société pour éviter une divergence d'audit ». Elle a cliqué sur « Signer ». Un instant plus tard, mon ordinateur a émis un signal sonore. Document terminé. J'ai ouvert le PDF. Il était là, sa signature numérique, avec horodatage, suivi IP et juridiquement contraignant sous peine de parjure. Elle venait de confesser un abus de biens sociaux. Elle avait admis avoir pris l'argent,
admis que c'était des fonds de l'entreprise et admis qu'elle essayait de le dissimuler. C'est fait, a dit Léa en me regardant. Maintenant, transfère l'argent. J'ai besoin d'une heure pour que les fonds soient débloqués du compte de retenue, ai-je menti. Rentrez chez vous, dormez un peu. Je ferai le virement demain à la première heure. Ils sont partis 5 minutes plus tard. Ma mère m'a serré dans ses bras en sortant, murmurant que j'étais une gentille fille. Ils sont sortis sous la pluie, convaincus d'avoir gagné. J'ai verrouillé la porte, tiré le verrou de sécurité et regardé le PDF sur mon écran. Je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai sauvegardé le fichier sur 3 serveurs différents. J'avais l'appât. Maintenant, je devais fermer le piège. Je suis resté assise dans la lueur de mon écran, l'adrénaline retombant pour laisser place à une concentration froide et implacable. J'avais la confession. Maintenant, je devais voir l'étendue des dégâts. Je me suis connecté au fichier bancaire. Habituellement, je vérifiais mon score une fois par an, mais je n'avais jamais regardé l'historique détaillé des utilisateurs autorisés. J'ai fait défiler mes prêts étudiants, mes mensualités de voiture, puis je me suis arrêté. Ils étaient là. 3 cartes de crédit que je n'avais jamais touchées. Une ouverte quand j'avais 19 ans, une autre à 22 ans. La dernière il y a seulement 6 mois. Le solde total était de 40 000 €. Mes parents n'avaient pas seulement volé mon fonds d'études. Ils portaient mon identité financière comme un manteau volé depuis 10 ans. Ils s'étaient ajoutés comme utilisateurs autorisés sur des comptes à mon nom, interceptaient le courrier et menaient un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre sur mon dos. Chaque vacances, chaque dîner chic, chaque cadeau qu'ils offraient à Léa, c'est moi qui l'avais payé. Ils n'étaient pas seulement des parasites. C'étaient des voleurs d'identité. J'ai imprimé les relevés. Je les ai ajoutés au dossier. Soudain, la pièce a été éclairée par des flashs bleus et rouges. J'ai regardé par la fenêtre. 2 voitures de police s'arrêtaient brusquement devant chez moi. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon père, « Nous faisons cela pour ton propre bien ». Ils avaient appelé la police. Ils n'attendaient plus l'argent. Ils passaient à l'option nucléaire, une demande d'hospitalisation d'office pour motif psychiatrique. S'ils pouvaient forcer la police à me traîner hors de chez moi menotté, hurlant et en pleurs, ils pourraient demander une mise sous tutelle d'urgence dès le lendemain matin. Ils pourraient saisir mes comptes pour gérer mes actifs pendant que je serais enfermé. C'était la manipulation ultime. Ils s'attendaient à ce que je sois la fille hystérique. Ils s'attendaient à ce que j'ouvre la porte en pleurant, criant à la trahison, ressemblant à la femme instable qu'ils avaient décrite aux policiers. Je n'ai pas paniqué. J'ai lancé le protocole de contraste. J'ai couru vers mon placard. J'ai enfilé mon blazer bleu marine. J'ai mis mes lunettes. J'ai mis mon casque professionnel. J'ai ouvert mon ordinateur et lancé une réunion Zoom avec moi-même, affichant un tableur complexe pour qu'il se reflète dans mes verres de lunettes. J'ai attrapé un porte-document quand les coups ont retenti à la porte. Police, ouvrez. Je n'ai pas couru. J'ai marché. J'ai ouvert la porte en pleine phrase, parlant dans mon micro, « Écoutez, les coefficients de mitigation des risques sont erronés. Nous devons restructurer la dette avant le 3e trimestre. » J'ai regardé les 2 agents, les mains sur leurs étuis, prêts à plaquer une maniaque au sol. J'ai tapoté mon casque, l'air agacé mais poli. « Messieurs, puis-je vous aider ? Je suis en pleine conférence téléphonique avec Tokyo. » Les policiers se sont figés. Ils m'ont vu calme, habillé professionnellement, tenant un dossier, discutant de finances. Puis ils ont regardé par-dessus leurs épaules vers l'allée. Ma mère était là, sanglotant de manière théâtrale sur l'épaule de mon père. Léa hurlait que j'avais une arme et que j'allais me faire du mal. Le contraste était violent. À l'intérieur de la maison, une professionnelle posée. À l'extérieur, un cirque chaotique et hurlant. « Madame », a dit le plus âgé, sa main s'éloignant de son arme. « Nous avons reçu un appel concernant une personne suicidaire et armée. » « Une arme ?» J'ai ri, un son bref et incrédule. « Officier, la seule arme que je possède est un rapport de résultats trimestriels. Ma famille traverse des difficultés financières. J'ai refusé de leur accorder un prêt ce soir. Je suppose que c'est leur représailles. Je me suis reculé pour leur laisser voir l'appartement. C'était propre. Calme.
Mon thé fumait encore sur la table. Le policier a regardé mes parents qui criaient maintenant sur les voisins. Il a secoué la tête et a sorti son carnet. Je m'excuse pour le dérangement, madame. Nous classons cela comme une fausse déclaration. Merci, ai-je dit. S'il vous plaît, demandez-leur de quitter ma propriété. J'ai regardé par la fenêtre pendant que la police parlait à mes parents. J'ai vu le visage de mon père devenir violet. J'ai vu Léa taper du pied. On leur a dit de partir sous peine d'arrestation pour usage abusif des services d'urgence. Ils sont partis, vaincus. J'ai fermé les stores. Mes mains étaient stables. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro enregistré il y a 3 ans. Maître Valence, ai-je dit quand il a décroché. C'est Amandine. Le protocole de contraste a fonctionné. Bien, a-t-il dit de sa voix grave. Sommes-nous prêts pour l'étape suivante? Oui. J'ai besoin que vous vérifiiez la date de l'enregistrement de la SCI. Je l'ai sous les yeux, a dit Valence. Vous avez racheté le certificat de créance fiscale sur la maison de vos parents il y a exactement 3 ans hier. Le délai légal de rachat a expiré à minuit. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis mes 18 ans. Déposez l'acte de propriété, ai-je dit. Je ne veux pas seulement l'argent. Je veux le toit. 2 jours plus tard, je suis entré dans le hall du cabinet Valence et Associés, au 45e étage d'une tour de verre du quartier des affaires. Air climatisé glacial, sol en marbre, le claquement de mes talons sonnait comme un compte à rebours. Ma famille avait exigé cette rencontre. Après la débâcle policière, ils avaient engagé un petit avocat de quartier qui avait déposé une demande de mise sous tutelle en urgence, invoquant mon comportement erratique et le fait que j'étais un danger pour moi-même, essayant d'obtenir d'un juge le contrôle immédiat de mes finances. Maître Valence était intervenu, avait bloqué l'audience d'urgence et les avait forcés à une médiation privée d'abord pour régler l'affaire discrètement. Il pensait que discrètement signifiait que j'allais me rendre, signer les papiers, donner le chèque et m'excuser. Ils ne réalisaient pas qu'ils entraient dans un abattoir. J'ai ouvert la lourde porte en chêne d'une salle de conférence insonorisée qui sentait le produit pour meubler le vieil argent. Une longue table en acajou trônait au centre. Ils étaient déjà là. Mon père en bout de table, se prélassant comme s'il possédait l'immeuble. Ma mère à ses côtés, son sac serré contre elle, portant son masque de mère inquiète. Léa avait l'air soignée dans un chemisier en soie, mais sa jambe s'agitait nerveusement. Elle savait que l'audit de lundi la plaçait à 48 heures des menottes si je ne signais pas. Maître Valence était assis à l'autre bout, tel un requin en costume 3 pièces, et à côté de lui, un greffier se tenait prêt. Leur avocat s'est levé. Ah, Amandine, l'accord de tutelle est prêt, ton père comme tuteur financier et ta sœur comme. Je suis passé devant lui, j'ai tiré la chaise face à mon père et je me suis assise. Pas de bonjour. Pas d'explication. J'ai posé un seul dossier mince sur la table. Où est le chèque, a exigé mon père. Nous ne sommes pas ici pour un chèque, ai-je dit calmement. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Léa s'est emportée en disant que j'étais instable et que j'avais appelé la police contre moi-même. Ma mère a tamponné un œil sec, insistant sur le fait qu'il voulait seulement me protéger. Maître Valence s'est raclé la gorge. Tout ce qui est dit dans cette pièce est sous serment et enregistré. Procédez. Ils n'ont pas sourcillé. Le greffier a demandé les noms. Léa a commencé avec son ton fluide et pratiqué. Elle a raconté que je luttais depuis longtemps, que j'avais des épisodes délirants, que je lui avais promis de l'argent pour l'expansion de son entreprise, puis que j'étais devenu erratique. Il devait stabiliser mes actifs avant que je ne me fasse du mal. Mon père hochait la tête. Elle imagine des choses. Le greffier gravait chaque mensonge dans le registre permanent. Un parjure, exactement comme je l'avais prévu. Quand Léa a fini de jurer que l'argent était pour son entreprise et que je l'avais proposé, Maître Valence a appuyé sur un bouton. Le projecteur s'est allumé. Pièce A. Un agrandissement de la déclaration DocuSign surlignée en jaune. Motif du déboursement, remboursement d'un retrait involontaire des fonds de la société pour éviter une divergence d'audit. Le silence est devenu de plomb. Mademoiselle Miller, a dit Valence doucement. Pourquoi avez-vous témoigné que ces fonds étaient pour une expansion commerciale alors que vous avez signé une attestation sous serment affirmant qu'ils servaient à rembourser des fonds détournés? Léa a arrêté de respirer.
La couleur a quitté son visage. Elle a bégayé, puis a tenté, elle m'a dit d'écrire ça pour une histoire d'impôt. Donc vous admettez une fraude fiscale, a dit Valence. Ou vous admettez un parjure? Elle s'est tue brusquement. Valence a cliqué à nouveau. Pièce B. Une chronologie. 10 ans de relevé de cartes de crédit. Des cartes ouvertes à mon nom. Des signatures ressemblant à l'écriture de ma mère. Des frais pour des vacances que je n'ai jamais prises, des vêtements que je n'ai jamais portés, une voiture que je n'ai jamais conduite. 40 000 € de dettes non autorisées, a dit Valence. Usurpation d'identité fédérale, fraude électronique, fraude postale. Le délai de prescription n'a pas expiré pour les 5 dernières années. Ma mère a poussé un petit cri et a agrippé le bras de mon père. Il est devenu violet et a hurlé, nous l'avons élevé, nous y avions droit. Vous n'avez droit à rien, a coupé Valence. Vous avez volé son identité. Cela entraîne une peine minimale obligatoire en prison ferme. Mon père s'est ratatiné sur sa chaise. Valence a cliqué une dernière fois. Pièce C. Un acte de propriété. Un acte de saisie pour dette fiscale. Mon père a plissé les yeux. C'est ma maison. Regardez le propriétaire, ai-je dit. SCIEC Holdings. J'ai racheté la dette fiscale de votre maison il y a 3 ans par le biais d'une société écran. J'ai payé les arriérés d'impôts et j'ai attendu. Ma mère a chuchoté, une lueur d'espoir dans les yeux, tu as sauvé la maison. Non, ai-je dit. J'ai racheté la créance. Le délai de rachat de 3 ans a expiré hier à minuit. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas payé ton hypothèque, papa. J'ai saisi. Je possède le toit au-dessus de vos têtes. Vous êtes des occupants sans titre. Puis les cris ont commencé, mon père tentant de bondir, Léa essayant d'attraper l'ordinateur comme si briser l'écran pouvait briser la vérité. Ma mère gémissait sur la famille pendant que le greffier notait chaque menace et chaque aveu. Maître Valence a rugi, asseyez-vous. Et ils l'ont fait. Petit est terrifié. Il a fait glisser un épais document final sur la table. Ceci est une reconnaissance de dette, ai-je dit, et une ordonnance de protection volontaire. J'ai pointé les lignes de signature. Vous admettez les 40 000 € de dette d'usurpation d'identité. Vous quittez la maison, ma maison, sous 7 jours. Plus aucun contact permanent. Approchez à moins de 200 mètres de moi ou de mon lieu de travail et vous allez en prison. Et si on ne signe pas, a chuchoté Léa. Alors j'envoie la pièce au procureur de la République, ai-je dit, mon doigt survolant la touche entrée, et la pièce B à la police financière. Vous serez arrêté avant d'avoir atteint l'ascenseur. Mon père a cherché dans mon visage la fille qu'il avait l'habitude de tyranniser. Elle n'était plus là. Sa main tremblait pendant qu'il signait. Ma mère a signé en pleurant silencieusement. Léa a signé la dernière, fixant la table pendant que son avenir se dissolvait dans l'encre. J'ai pris le dossier, je me suis levé et je suis sorti. J'ai respiré l'air de la ville comme si c'était le premier véritable oxygène que je recevais depuis mes 18 ans. J'ai bloqué leur numéro avant même d'atteindre ma voiture. Les conséquences furent rapides. Léa a été licenciée le lendemain après que j'ai envoyé anonymement les preuves de l'audit à son conseil d'administration. Elle est devenue inemployable. Mes parents ont emménagé dans une petite location à 2 villes de là. J'ai vendu la maison 3 mois plus tard. Le profit a remboursé la dette qu'il m'avait volée et a financé mon déménagement dans une nouvelle ville où personne ne connaît mon nom de famille. Je suis seul maintenant, mais pas esseulé. Je me réveille dans une maison qui m'appartient, avec un crédit qui est le mien et une vie que personne ne peut liquider.